Bonjour, je m'appelle RH Arnold et, dès le début, j'ai senti quelque chose d'unique dans cette élection. Lorsque Kamala Harris a annoncé sa candidature, j'ai immédiatement su que je la soutiendrais. Elle incarnait les valeurs que je chérissais et la vision que j'avais de l'avenir de l'Amérique. Je n'arrivais pas vraiment à exprimer mes raisons quand on me demandait pourquoi. J'avais simplement un sentiment profond, une certitude tranquille qu'elle était le leader dont nous avions besoin en ces temps difficiles. En privé, j'avais aussi des opinions tranchées sur Donald Trump. Mes frustrations étaient profondes, mais je les exprimais rarement à voix haute. Même avec des amis, je me retrouvais à me retirer dès que la conversation s'orientait dans cette direction. Il me semblait plus facile de garder mes raisons pour moi, même si cela n'empêchait pas certains amis d'essayer de me faire changer d'avis. Au cours d'un café ou d'un appel téléphonique, ils remettaient en question mon choix en me demandant « Pensez-vous vraiment que Harris peut faire la différence ?» ou « Ne pensez-vous pas que la stabilité est importante, même si Trump n'est pas parfait ?» Je souriais, les laissais partager leurs pensées, tout en restant calme et ferme dans mes propres idées. À l'approche du jour de l'élection, ma décision était inébranlable. Chaque fois que je voyais Kamala Harris à la télévision, s'adressant à la nation avec conviction, je ressentais une étincelle de foi renouvelée. Le matin du jour de l'élection était différent. Déposer mon bulletin de vote me semblait définitif, comme soulever des poids pendant que je faisais mon choix. En sortant du bureau de vote, j'éprouvais un mélange de fierté et d'anticipation nerveuse, fierté de défendre ce que je croyais être juste, et anxiété parce que, à partir de ce moment-là, c'était hors de mon contrôle. J'avais ajouté ma voix aux millions d'autres, chacun d'entre nous plaçant ses espoirs, ses peurs et ses rêves sur ce petit bout de papier. Cette nuit-là, après une longue journée, je me suis finalement glissé dans mon lit, espérant le soulagement du sommeil. Mais alors que j'étais allongé là, les yeux fixés sur le plafond, une étrange sensation m'envahit. C'était subtil au début, un léger picotement dans la nuque, comme si des yeux invisibles étaient braqués sur moi. J'ai essayé de ne pas y prêter attention, pensant que ce n'était que le contre-coup d'une longue journée chargée en émotions. Je me suis retourné, tirant les couvertures autour de moi, mais ce sentiment refusait de s'estomper. C'était comme si une présence s'était installée dans la pièce, vigilante et pleine d'espoir. Mon cœur s'est mis à battre un peu, et même si je savais que cela semblait irrationnel, je n'arrivais pas à me convaincre de me détendre. Finalement, je me suis assise et j'ai pris une respiration profonde. Dans des moments comme ceux-là, lorsque mon esprit se sentait perturbé, je trouvais du réconfort dans la prière, et ce soir, c'était mon seul refuge. J'ai attrapé ma Bible sur la table de nuit, la tenant fermement, fermant les yeux et commençant à prier, laissant chaque mot couler de mon cœur. Alors que je priais, les yeux bien fermés, j'ai soudain senti une lumière intense derrière mes paupières, une lueur puissante et rayonnante comme si quelqu'un avait allumé une lumière aveuglante juste devant moi. Surpris, j'ouvris les yeux et, au lieu de ma chambre, je me retrouvai entouré d'une lumière éblouissante qui remplissait tout mon champ de vision. Pendant un instant, j'eus le souffle coupé. Je restai immobile, submergé à la fois par l'émerveillement et par un calme inattendu qui m'envahit. Lorsque la lumière s'est atténuée, la scène devint plus nette. Je me retrouvai dans une immense pièce, élégante et immédiatement reconnaissable, avec de hauts plafonds, de grands murs et un sens de l'histoire imprégné dans chaque détail. Cela me frappa instantanément, j'étais à la Maison Blanche. Mais ce n'était pas une visite informelle, je n'étais pas un étranger qui jetait un œil en marge. J'étais là, au milieu de tout cela, entouré de gens qui semblaient y appartenir. Ils étaient habillés avec élégance, respiraient l'autorité et la détermination. C'étaient des fonctionnaires, les mêmes décideurs dont les choix façonnaient l'orientation du pays. J'ai balayé la salle du regard, essayant de comprendre le sens de cette vision. Des voix murmuraient doucement autour de moi, le léger froissement des papiers se fondait dans l'arrière-plan, créant le sentiment indubitable d'avoir fait irruption dans une réunion privée. Mon cœur s'emballa tandis que j'assistais à la scène, réalisant que j'étais témoin de quelque chose de caché, quelque chose que je n'étais pas censé voir. Mon regard s'est posé sur un groupe réuni autour d'une grande table, tous les yeux fixés intensément sur une personne assise à sa tête, Donald Trump. Le voir là a suscité un mélange inattendu d'émotions.
c'est là que se trouvait l'homme dont je m'étais opposé à la politique et à la vision, mais il était entouré de conseillers et de fonctionnaires qui l'écoutaient attentivement, hochant la tête pensivement, prenant soigneusement des notes pendant qu'il parlait. Leurs expressions étaient sérieuses, leur concentration inébranlable alors qu'il exposait les plans pour l'avenir de la nation. J'ai essayé d'attraper des bribes de leur conversation, et ce que j'ai entendu m'a surpris. Ils discutaient de sujets de fond aux stratégies économiques, alliances internationales et idées pour renforcer les valeurs de la nation. Ce n'était pas l'image que j'avais anticipée. Leur discussion était lourde de sens, une détermination qui semblait enracinée dans une réelle préoccupation pour l'avenir. Il ne s'agissait pas d'une simple posture politique, mais d'un échange délibéré et réfléchi sur la façon de façonner une vision qui, selon eux, pourrait définir l'Amérique pour les générations à venir. Alors que je continuais à écouter, la conversation a pris une tournure qui a fait accélérer mon pouls. Ils ont commencé à discuter de l'avenir des lois sur le mariage aux États-Unis, un sujet qui me semblait aussi personnel que politique. Trump s'est penché en avant, le visage sombre, alors qu'il s'adressait au groupe. Il a parlé avec conviction de ses préoccupations concernant l'orientation de la nation, soulignant l'importance de tracer une voie qui renforce les fondements de la vie américaine. La force d'une nation, a-t-il soutenu, commence par la stabilité des familles et des traditions, les pierres angulaires de la société, construites au fil des générations. Ces mots exprimaient un sérieux souci de préserver l'essence de ce qui, selon lui, rendait l'Amérique résiliente et unie. Un faible murmure d'accord a parcouru la table. Un fonctionnaire assis à la gauche de Trump s'est penché en avant, parlant avec ferveur de l'état du pays. Il a décrit une nation aux prises avec un manque de système de croyances communes, se sentant déstabilisée dans une ère de changement rapide. Il a soutenu que l'Amérique s'était égarée, s'éloignant de ses principes fondateurs et que la seule façon de restaurer la stabilité était de revenir à ce qu'il considérait comme le fondement de la vie américaine, la famille. Au fur et à mesure que la discussion s'approfondissait, leurs intentions devenaient plus évidentes. Leur première proposition portait sur la limitation de la reconnaissance légale des mariages entre personnes de même sexe, estimant qu'en limitant le mariage aux unions traditionnelles, ils pourraient réaligner la nation sur des valeurs qu'ils considéraient comme fondamentales. Pour eux, il ne s'agissait pas d'exclure quelqu'un mais de préserver l'institution de la famille telle qu'ils la comprenaient. Un conseiller a précisé que leur approche ne visait pas à porter atteinte aux droits individuels, mais plutôt à prendre en compte le type de société que l'Amérique construisait en redéfinissant une institution aussi centrale. Leur préoccupation était de revenir aux principes qui, selon eux, avaient soutenu le tissu social de la nation. Il était évident que leurs sentiments étaient profondément ancrés, non pas par animosité, mais par désir de préserver ce qu'ils considéraient comme l'épine dorsale morale du pays. Un autre responsable a pris la parole, soulignant que tout changement de politique respecterait toujours les droits légaux existants des personnes mariées entre personnes de même sexe. Cependant, à l'avenir, l'objectif était d'établir une norme ancrée dans ce qu'ils considéraient comme l'héritage historique et culturel de l'Amérique. Leur objectif, ont-ils expliqué, était de construire un avenir fondé sur des valeurs qu'ils estimaient non seulement américaines, mais universelles, des idéaux intemporels qui, espéraient-ils, serviraient de fondement aux générations à venir. Le groupe de responsables était assis, attentif, solennel mais résolu. Ils hochaient la tête en signe d'accord, ce qui montrait clairement qu'ils étaient pleinement engagés dans la direction qu'ils avaient tracée. Leur sérieux était palpable, mais il y avait dans leur comportement un sentiment de détermination inébranlable. Tandis que je me tenais là, à observer, je me suis retrouvé submergé par un mélange déroutant d'émotions. Je ne partageais pas leur point de vue, bien au contraire, en fait, mais je ne pouvais nier la sincérité derrière leurs paroles. Ils n'étaient pas motivés par l'animosité ou les préjugés, ils parlaient plutôt d'un lieu de conviction profonde, une croyance dans la nécessité de la tradition pour préserver la stabilité de la nation. Au fil de la réunion, il est devenu clair que ce plan n'était pas une idée passagère, mais une vision dont ils croyaient vraiment qu'elle pouvait remodeler l'avenir du pays. Et au fur et à mesure que la conversation se déroulait, les responsables ont pivoté pour discuter de leur prochaine stratégie, un plan qui pourrait changer encore davantage la trajectoire de la nation. Trump a affiné sa stratégie et dévoilé la deuxième phase de son approche, réduire drastiquement le financement et le soutien du gouvernement aux organisations LGBTQ.
Il s'agissait d'une mesure calculée et significative, conçue pour couper les ressources dont ces groupes dépendaient pour fonctionner et accroître leur influence. Les responsables pensaient qu'en limitant ce soutien financier, ils pourraient endiguer ce qu'ils considéraient comme un mouvement qui orientait la société dans une direction qu'ils considéraient comme nuisible aux valeurs traditionnelles. Ces organisations, ont-ils soutenu, défendaient des valeurs qui étaient en conflit direct avec les normes morales qui, selon eux, soutenaient l'Amérique depuis des générations. Plusieurs responsables ont exprimé leur soutien à cette idée, hochant la tête en signe d'accord lorsque Trump a expliqué la logique qui la sous-tendait. Un sentiment unanime régnait autour de la table, l'argent des contribuables, selon eux, ne devrait pas financer des initiatives qui promouvaient des idéologies qu'ils considéraient comme contraires aux valeurs fondamentales américaines. Un conseiller a souligné que la restriction des subventions et des aides gouvernementales à ces organisations réduirait probablement leur capacité à influencer des secteurs clés tels que l'éducation, les médias et les programmes communautaires. L'objectif, pensait-il, était de ralentir ce qu'il considérait comme un changement culturel agressif, susceptible de modifier fondamentalement le tissu moral et social du pays. La discussion s'est poursuivie, chaque responsable soulignant que la mesure proposée n'avait pas pour but de cibler des individus, mais plutôt de protéger la nation en réorientant les ressources vers des causes qui, selon eux, bénéficieraient à la société dans son ensemble. J'ai écouté attentivement, frappé par la conviction collective qui remplissait la salle. Il y avait une certitude partagée entre eux qu'en réduisant le financement des organisations LGBTQ, ils pourraient guider la nation vers un avenir plus conforme à leurs principes. Ils ont parlé avec passion de la réaffectation des fonds vers des initiatives qui favoriseraient les structures familiales traditionnelles et défendraient ce qu'ils décrivaient comme des valeurs universelles, des principes qui, selon eux, trouveraient un écho profond auprès de la majorité des Américains. Il était clair qu'il s'agissait d'une décision soigneusement calculée, destinée à remodeler le paysage même du soutien social et de la défense des droits en Amérique. Leur démarche n'était pas née d'une hostilité ou d'un préjugé, mais d'une ferme conviction que limiter le soutien financier à ces organisations leur permettrait d'orienter les ressources de la nation vers une vision qu'ils jugeaient plus conforme aux intérêts du pays. J'ai observé chaque responsable hocher la tête en signe d'accord, le visage résolu, tandis qu'ils finalisaient cette partie du plan. C'était un moment d'objectif commun, comme s'ils étaient unis dans leur conviction que cette ligne de conduite était non seulement nécessaire mais inévitable pour l'avenir de la nation. La conversation a pris une autre tournure lorsque Trump et ses conseillers sont passés au troisième et dernier aspect de leur programme, la mise en œuvre de politiques éducatives qui inculqueraient ce qu'ils appelaient des « valeurs traditionnelles » dans les écoles du pays. Le plan a été méticuleusement défini et l'intention était claire. Leur objectif n'était rien de moins que de remodeler les fondements même de l'éducation américaine en mettant l'accent sur des leçons qui s'alignaient sur des valeurs morales de longue date et renforçaient l'héritage culturel auquel ils tenaient. Cette initiative, ont-ils soutenu, était essentielle pour garantir que les générations futures soient fondées sur les principes qui, selon eux, ont fait la force du pays. Les responsables ont exposé leurs intentions avec clarté et détermination, révélant des plans visant à intégrer de nouvelles normes de programme qui se concentreraient sur des sujets qu'ils jugeaient essentiels pour la structure morale et civique de la nation. Des thèmes clés comme la structure familiale, le respect de l'autorité, le devoir civique et l'histoire des principes fondamentaux américains occuperaient une place centrale. Ces changements, pensait-il, redonneraient aux étudiants un sens de l'orientation et un but, les orientant vers des valeurs qu'ils considéraient comme fondamentales pour la réussite personnelle et sociétale. Ils ont parlé de réintroduire des cours sur ce qu'ils décrivaient comme des vérités universelles ou des idées sur la vie et la nature humaine qui avaient résisté à l'épreuve du temps. Le programme, dans leur vision, mettrait l'accent sur des vertus telles que l'autodiscipline, la loyauté et l'engagement, des idéaux qu'ils considéraient comme essentiels pour former des citoyens responsables et productifs. Il ne s'agissait pas simplement de modifier quelques leçons ou d'ajouter de nouveaux cours au programme. Non, il s'agissait d'un plan stratégique soigneusement pensé pour remodeler l'éthique même du système éducatif. Leur objectif était de former une génération qui comprendrait et apprécierait les traditions et les valeurs qui leur étaient chères. Ils pensaient qu'en réorientant le contenu éducatif vers ces principes fondamentaux, ils pourraient aider les jeunes à renouer avec des valeurs qu'ils estimaient progressivement perdues. Pour eux, il ne s'agissait pas d'exclusion ou de punition,
mais plutôt de fournir à la prochaine génération les bases morales qu'ils jugeaient nécessaires pour une vie épanouissante et responsable. La salle était remplie d'un sentiment de certitude et d'approbation, chaque conseiller hochant la tête en faveur de l'idée, convaincu qu'il s'agissait non seulement d'un plan réalisable, mais d'un plan absolument essentiel pour l'avenir de la nation. Puis, dans un moment soudain et choquant, la vision a commencé à s'estomper. La scène devant moi s'est brouillée et a changé, et en un instant, j'étais de retour dans ma propre chambre. J'ai cligné des yeux, incrédule, tandis que les contours familiers de ma chambre prenaient lentement forme autour de moi, les bords tranchants de la réalité revenant. Je me suis assis, le cœur battant toujours dans ma poitrine, alors que je luttais pour traiter l'intensité des images et des conversations dont je venais d'être témoin. Le poids de l'instant pesait lourd sur moi, un mélange de pensées et d'émotions tourbillonnait dans mon esprit. Une fois le choc de la vision passé, je me suis retrouvé avec un flot de sentiments contradictoires. D'un côté, je conservais mes réserves à l'égard de Trump et les croyances profondément ancrées qui m'avaient motivé à faire campagne contre lui par le passé. Mais d'un autre côté, je ne pouvais nier la sincérité que j'avais ressentie dans cette salle, la conviction indéniable avec laquelle les responsables parlaient. Malgré mes désaccords, il y avait quelque chose de profondément convaincant dans leur conviction de la direction qu'ils essayaient de prendre. Malgré mes objections personnelles, il y avait une gravité indéniable dans leurs discussions, un profond engagement envers les idéaux qu'ils considéraient comme essentiels au bien-être de la nation. En réfléchissant au plan qu'ils avaient élaboré, je me suis rendu compte que chacun d'eux abordait des domaines qu'ils considéraient comme fondamentaux pour la stabilité et l'intégrité morale du pays. Bien que je sois en désaccord avec bon nombre de leurs points de vue, je ne pouvais m'empêcher d'être ému par l'intensité de leur détermination. Ils ne défendaient pas simplement un programme politique, ils étaient convaincus de protéger quelque chose de vital, quelque chose dont ils pensaient que les générations futures avaient besoin pour s'épanouir. Alors que j'étais allongé dans le silence de ma chambre, en train de réfléchir à tout ce que j'avais vu et ressenti, une lourdeur s'est installée en moi. Les événements de la journée, les décisions que j'avais prises et la vision qui s'était déroulée devant moi se sont tous fondus dans un tourbillon de pensées. Pourtant, au milieu de la confusion et du conflit intérieur, une émotion s'est distinguée avec une clarté surprenante, la compassion. Pendant des années, je me suis opposé au mode de vie LGBTQ, non par malveillance, mais parce que je croyais qu'il était en conflit avec l'ordre naturel, avec ce que je comprenais comme étant le dessein de Dieu pour l'humanité. J'avais écouté des débats sur des politiques qui pourraient profondément remodeler la nation, et ma position est restée ferme à bien des égards. Mais en pensant aux individus de la communauté LGBTQ, un sentiment émouvant est né en moi, un profond désir de les voir trouver la guérison, la vérité et la rédemption. J'ai réalisé que, même si je n'étais pas d'accord avec leur mode de vie, il y avait encore de la place pour l'amour et la compassion dans mon cœur pour eux. Ce fut une prise de conscience difficile, mais importante. Ils n'étaient pas des ennemis, pensais-je. Ils étaient perdus, comme beaucoup d'entre nous le sont parfois, en quête de sens, de connexion et d'acceptation dans un monde complexe. Ce moment de réflexion m'a apporté une nouvelle compréhension. Je n'avais pas besoin d'être d'accord avec tout pour reconnaître leur humanité. Ils étaient comme tout le monde, en quête d'un but et d'amour dans un monde qui semble souvent incertain. Et même si nos chemins et nos croyances divergeaient, cela ne changeait rien à la profonde empathie que je ressentais pour leur parcours. Je pouvais m'accrocher à mes convictions tout en leur offrant la même compassion que j'accorderais à quiconque se bat pour trouver sa voie. J'ai pensé au pouvoir profond de la prière, à la façon dont elle peut ouvrir des portes, adoucir les cœurs et apporter de la lumière même dans les recoins les plus sombres du monde. C'est à ce moment-là, submergé par un sentiment d'urgence, que je me suis agenouillé à côté de mon lit, me préparant à prier, non pas par condamnation, mais par amour profond et sincère. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur rempli de compassion pour les membres de la communauté LGBTQ. Je sais qu'ils font face à des luttes et à des souffrances que beaucoup d'entre nous ne comprendront peut-être jamais pleinement, mais toi, Seigneur, tu vois et connais leur cœur. Je te demande d'entrer dans leur vie, de faire briller ta lumière dans leurs ténèbres et de révéler la profondeur de ton amour et de ta vérité. Que ta présence devienne si indéniable qu'ils ne puissent s'empêcher de ressentir ton amour, ta grâce et ton appel dans leur vie. Père,
Ta parole nous rappelle que nous sommes tous créés à ton image, que tu es venu pour chacun, quel que soit son passé ou les difficultés auxquelles il est confronté. Je te demande d'ouvrir leurs yeux à la vérité de qui tu es et de qui ils sont censés être en toi. Conduis-les loin de la confusion et dans la chaleur de ton étreinte. Seigneur, je prie pour leur guérison, pour leur rédemption et pour leur salut. Je prie pour qu'ils connaissent ta paix, ton pardon et la profondeur de ton amour parfait. Qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas au-delà de la rédemption, que ta grâce est plus que suffisant pour couvrir chaque erreur, chaque choix, chaque brisure. Et Père, je prie pour nous, ton peuple, afin que nous puissions leur montrer le même amour et la même grâce que tu nous as montré. Aide-nous à être des instruments de compassion, pas des juges, en comprenant que nous sommes tous imparfaits, mais que nous avons besoin de ta miséricorde. Laisse-nous refléter ton amour d'une manière qui rapproche les autres de toi, et non les éloigne. Après avoir fini de prier, j'ai senti un sentiment de paix m'envahir, une assurance tranquille que l'amour de Dieu pouvait atteindre n'importe qui, peu importe où ils se trouvaient ou ce qu'ils avaient traversé. Je savais que le voyage n'était pas facile, mais je croyais, de tout mon cœur, que l'amour et la grâce seraient toujours la voie à suivre.